يدينا كيحكيو قصة حياتنا، كيربيونا، كيوكلونا، كيدعيو معانا. يدينا كيقدروا حتى يحميونا ضد سرطان الثدي. يمكن لك تراقبي راسك بيديك مرة في الشهر قدام المراية. ديري حركات دائرية بصبعانك على الثدي ديالك حتى لتحت الباط. ردي البال لأي تغيير بان لك، إما ولسيسة ولا راس الثدي ديالك تكمش ولا كيسيل ولا بانت لك شي حمورية أو تغيير في الشكل. إلا بان لك واحد من هاد الأعراض استشري الطبيب ديالك في الحين. كل ما تكتشف سرطان الثدي بكري كل ما كيصبح العلاج أسهل وكتزاد حدود الشفاء. واخا ما تلقاي والو في الفحص الذاتي للثدي ابتداء من 45 عام، ما تنسيش ديري الماموغرافي كل عامين. بين يديك حياتك. هذه الحملة التحسيسية من مبادرة جمعية دار زهور لمرافقة مرضى السرطان. Eh bien, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'association Darzor de soins de support aux patients atteints de cancer dans le cadre de nos activités d'Octobre Rose, le mois mondial de la sensibilisation au cancer du sein. Alors, ce soir, nous avons souhaité aborder un sujet essentiel, parfois encore mal connu, qui est le cancer du sein métastatique. Alors, je suis Kamel Mouhoub, je suis responsable projet pour l'association Darzor et j'aurai le plaisir de modérer ce webinaire. Nous espérons tous que ce moment sera pour vous une source de clarté, de réconfort et d'espoir. Parce que, en fait, au-delà des chiffres et des traitements, il y a des femmes qui vivent avec la maladie, qui se battent chaque jour avec courage et qui ont besoin d'une information la plus claire possible, d'un accompagnement humain et d'une écoute bienveillante. Alors, à travers ce webinaire, notre objectif est simple. D'abord, mieux comprendre la maladie. Ensuite, partager les avancées médicales dans ce domaine. Mettre en lumière les dimensions psychologiques très importantes, nutritionnelles et sociales pour accompagner les patientes atteintes de ce cancer. Et surtout, comme je l'ai encore dit en introduction, donner de l'espoir à toutes celles et ceux concernés, directement ou indirectement. Alors, je voudrais vraiment remercier de tout cœur, au nom de l'association Darzor, au nom de l'auditoire, pour leur présence et leur engagement, nos intervenantes et partenaires de tous les jours avec Darzor. La professeure Tawfiq Zahar, oncologue au CHU de Casablanca, Madame Inès Khamlichi, psycho-oncologue, et Madame Ryan El-Haïboubi, diététicienne, nutritionniste spécialisée en oncologie. Je tiens encore une fois à les remercier très sincèrement au nom de l'association Darzor et au nom des personnes qui sont connectées aujourd'hui pour leur disponibilité et leur engagement à nos côtés. Brièvement, avant de lancer le webinaire et céder la parole à nos intervenantes, permettez-moi de vous dire quelques mots sur l'association Darzor. Alors, l'association Darzor est une association caritative dédiée aux soins de support pour les patients adultes atteints de cancer, tout type de cancer, hommes et femmes. Et notre accompagnement repose sur 4 piliers essentiels en ce qui concerne les soins de support. Le premier pilier est le soutien psychologique, que ce soit un soutien psychologique individuel en face à face, que ce soit à travers des groupes de parole, à travers l'hypnose médicale quand elle est indiquée, et à travers de très nombreuses thérapies créatives. Le second pilier repose sur le bien-être physique,
Et l'activité physique adaptée, comme le yoga ou le qigong, et tout le monde connaît l'importance de l'activité physique chez les malades atteints de cancer parce que cela permet de booster le système immunitaire et c'est important pour combattre la maladie. Darzhol prodigue aussi des soins de bien-être divers, le Reiki, des soins de socio-esthétique et divers ateliers. Enfin, nous dispensons beaucoup d'informations, d'éducation, et c'est aussi un de nos rôles avec les soins de support, celui de la sensibilisation du plus grand nombre, que ce soit sur le cancer lui-même, mais aussi sur des conseils comme la nutrition, la dermocosmétique et autres. Alors, sur ce dernier point, vraiment, Darzro est très active. Nous sommes très présents via nos programmes en entreprise, nos très nombreuses actions sur le terrain, actions sociales et autres, et sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Nous rassemblons aujourd'hui près de 80 000 abonnés. Alors justement, le webinaire de ce soir s'inscrit dans notre mission de sensibilisation, d'éducation à la santé, avec toujours le même credo, la même conviction. Informer, sensibiliser, c'est aussi protéger. Donc merci à vous tous pour votre présence ce soir. Votre participation, c'est en elle-même un acte de prévention et un geste de solidarité. Ensemble, nous croyons qu'un cancer du sein métastatique se vit mieux lorsqu'on est entouré, bien entouré, accompagné et écouté. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à travers le chat. Elles seront prises en compte pendant la session interactive. Nous vous proposons d'écouter les intervenantes les unes après les autres. Et puis, nous aurons cette session de questions-réponses où nous tâcherons de répondre à toutes vos interrogations. Je vous souhaite un excellent webinaire et sans plus attendre, je laisse la parole à notre première intervenante, professeur Tawfiq Nza. Merci beaucoup, Monsieur Mouhoub. Alors, je tiens à remercier l'association d'Al-Zhour pour son invitation et l'occasion qu'elle me donne pour pouvoir partager les informations qui pourront aider les patientes à mieux se prendre en charge et à se protéger. Donc, aujourd'hui, je vais donner des informations concernant le cancer du sein métastatique. Je n'arrive pas à faire passer. Très bien. Alors, pour commencer, en introduction, je vais définir ce que c'est que le cancer du sein. Alors, le cancer du sein métastatique, c'est un cancer qui s'est développé au niveau du sein. C'est une tumeur qui est apparue au niveau du sein. Et cette tumeur, elle a pris du volume. Et pour des raisons soit liées à la patiente qui a eu peur ou qui n'a pas senti la tumeur, ou bien qui sont indépendantes de la patiente n'a pas consulté. Puis, plus la tumeur va grossir, plus elle va envoyer des cellules filles au niveau des vaisseaux. Et puis, ces cellules, elles vont aller migrer vers les organes qui sont les plus touchés dans le cancer du sein métastatique, à savoir, on peut avoir des localisations au niveau du foie, au niveau de l'os, au niveau du poumon et aussi au niveau du cerveau, d'une manière, pas dans cet ordre, mais chaque patiente aura des localisations particulières à 5. Alors, l'annonce d'un cancer du sein métastatique, c'est comme un château de cartes qui s'écroule dans la vie d'une patiente. Toute sa vie, toutes ses projections dans l'avenir vont changer, vont être accompagnées d'une angoisse et des questions. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a un traitement? Comment je vais répondre au traitement? Quelles sont mes chances de survie? Alors, l'objectif de ma présentation, c'est de montrer les progrès réalisés dans les traitements, les bénéfices des traitements immédiats et à long terme, et, in fine, encourager les patientes à consulter et à se faire traiter le plus tôt possible, même dans un cancer du sein métastatique. Alors, ma présentation, elle va se dérouler selon le plan suivant. D'abord, donner les raisons pourquoi consulter tôt, les démarches, l'étape de diagnostic, après la décision thérapeutique, après le gros chapitre, les innovations thérapeutiques, des situations particulières que je vais traiter, quels sont les soutiens institutionnels disponibles. Je vais dire un mot sur le stage et la prévention avant de conclure.
Donc, la première étape, c'est démontrer les progrès qui ont été réalisés dans la prise en charge du cancer du sein métastatique grâce à cette étude qui a été réalisée en 2018. Et sur cette étude, les auteurs ont comparé la durée de vie des patientes à 5 ans, le pourcentage de patientes vivantes à 5 ans en fonction de la période du traitement. Alors, vous avez les années 90, la première période. De 99 à 2004, c'est les 5 ans qui suivent, après de 2005 à 2010. Et on voit sur les 3 courbes que les chances de survie ne sont pas les mêmes. Les patientes qui ont été traitées dans les années 90 avaient 30% de chances d'être vivantes à 5 ans. Celles qui ont été traitées les 5 ans qui suivent, elles avaient 46% de chances d'être vivantes à 5 ans. Et celles qui ont été traitées après, les 5 ans après, on a plus d'une patiente sur 2 qui est vivante et les courbes continuent à se prolonger, c'est-à-dire qu'on peut avoir une survie à 5 ans, 10 ans, voire même plus. Alors, je rappelle que ce travail a inclus les patientes jusqu'à 2010 et cette date est importante pour ce qu'on va voir par la suite. Alors ici, je mets en évidence les progrès qui ont été réalisés dans le diagnostic et le traitement du cancer du sein depuis les années 70 jusqu'en 2020. Ce que vous voyez en bleu, c'est les progrès dans les imageries, les développements des imageries de plus en plus précises. En violet, c'est tout ce qui est biologie moléculaire et anapathe. En rouge, c'est la chirurgie. En vert, c'est la radiothérapie. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les traitements généraux, les traitements systémiques. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a une découverte, il y a des molécules qui sont rajoutées. Et là, c'est 2010, la date de fin de l'étude qu'on vient de voir. Et les progrès continuent. Et les progrès, donc on a 2 classes thérapeutiques majeures dont je vais parler. Et les progrès continuent toujours. Donc, c'est dire qu'on va avoir des chances de survie de plus en plus importantes et de plus en plus longues. Et in fine, grâce à ces progrès, on a réussi à transformer une maladie qui n'était pas guérissable en une maladie chronique où on va relayer les différents traitements dont on dispose et des traitements de plus en plus innovants. Alors, sur le plan pratique, comment ça se passe? Eh bien, quand on traite un cancer du sein métastatique, on va contrôler les symptômes liés à la tumeur du sein, aux métastases. En parallèle, on va gérer au mieux les effets secondaires et, in fine, on va améliorer la qualité de vie de ces patientes et la durée de survie. Alors, donc, j'ai démontré pourquoi, quelle est la raison pour laquelle il faut consulter tôt, parce qu'on va avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure survie. Rapidement, le diagnostic, il va passer par une mammo-échographie pour voir la tumeur au niveau du sein, si c'est un diagnostic dès le départ avec une maladie métastatique. Après, on aura besoin de prélever une partie de la tumeur au niveau du sein, soit qu'on peut être amené à prélever une partie de la tumeur au niveau des métastases, c'est-à-dire ça peut être le foie, ça peut être l'os, ça peut être le poumon. Donc l'idée, c'est de prélever un fragment de la tumeur et de l'étudier. Et aujourd'hui, ça va nous permettre de savoir à l'avance quels sont les traitements qui vont donner les meilleures chances de survie. Après, on va demander une imagerie. Un standard, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien, une scintigraphie osseuse. Alors, le scanner, c'est pour les organes, les poumons, le foie, l'os. La scintigraphie, c'est pour voir tout le squelette. Le PET scan, qui est la dernière innovation dans l'imagerie, n'est pas obligatoire, il peut être optionnel dans certaines situations. Alors, cette imagerie, ce scanner et cette scintille nous permettent de mesurer l'étendue de la maladie pour pouvoir adapter la stratégie thérapeutique et pour pouvoir poser une séquence thérapeutique adaptée au volume tumoral et à l'étendue de la maladie. Alors vient après la réunion de concertation pluridisciplinaire où tous les spécialistes concernés vont se réunir autour d'une table pour choisir, comme j'ai dit, les séquences des différents traitements et la meilleure séquence thérapeutique ou la meilleure stratégie thérapeutique pour avoir les meilleures chances de survie. Donc on aura le chirurgien, le radiologue, l'anapathe, l'oncologue et le radiothérapeute qui vont aboutir à un projet de soins personnalisé où on va associer les différents traitements qu'on voit à droite, c'est-à-dire les traitements systémiques, la radiothérapie, la chirurgie, les modificateurs de l'os, les soins de support,
pour arriver à un traitement à la carte. Et j'insiste sur cette notion parce que les patientes discutent dans la salle d'attente et se disent, moi j'ai eu ce traitement, moi je n'ai pas eu ce traitement, est-ce que c'est plus grave, est-ce que c'est moins grave? Au fait, chaque patiente va avoir un traitement à la carte, adapté à son âge, les maladies qu'elle a déjà, le stade de la maladie, le profil moléculaire dont je vais parler, les préférences de la patiente, parce que quand on a deux traitements à efficacité égale, on va choisir le traitement qui donne le moins d'effets secondaires, et puis la qualité de vie aussi est très importante. Donc, on arrive, une fois donc on a eu ce projet de soins personnalisés, on va arriver au traitement en lui-même. Et la première question que les patientes vont se poser est quelle est la durée du traitement? Alors, dans le cancer du sein métastatique, on ne connaît pas la durée du traitement, mais par contre, on va partir sur des périodes de 3 mois. C'est-à-dire, on va donner un traitement, on va évaluer sur le plan radiologique, clinique, des fois biologique, et on va voir la réponse au traitement. Et puis après, on va faire une autre séquence de 3 mois, soit le même traitement, soit qu'on change, soit qu'on allège en fonction de la réponse thérapeutique. Alors, le traitement, le corrigional, c'est-à-dire la chirurgie du sein et la radiothérapie, ils ne sont pas obligatoires en premier abord. On va les discuter au cas par cas en RCP selon l'évolution de la maladie. Et je vais en parler à la fin. Alors, le chapitre le plus important, c'est les innovations thérapeutiques. Et vous allez voir que les traitements ont révolutionné la réponse, ils ont révolutionné la prise en charge du cancer du sein. Alors, un mot sur l'histoire. Au départ, on traitait toutes les patientes avec la chimiothérapie, quel que soit leur profil. Et comme on ne connaissait pas très bien ces profils, alors la chimio, l'inconvénient de la chimiothérapie, c'est qu'elle va donc attaquer et les cellules du cancer, mais en même temps les cellules qui ressemblent dans leur multiplication aux cellules du cancer, c'est-à-dire celles qui vont avoir une multiplication rapide, un renouvellement rapide, tel que la peau, les muqueuses, les globules blancs et les globules rouges. Avec donc la chimio, on va avoir une toxicité hématologique au niveau des lignées des globules blancs, des globules rouges. On peut avoir une toxicité digestive du fait de ce caractère non sélectif. Ben, les progrès nous ont permis de d'aller découvrir au niveau de la cellule cancéreuse 4 sous-types de cancer du sein. Et on va voir pour chaque sous-type, il y aura un traitement spécifique, un traitement ciblé qui a vraiment amélioré la survie des patientes. Et aujourd'hui, on se rend compte que les patientes discutent dans la salle d'attente et vont se dire entre elles, quel est le profil que tu as? Est-ce que c'est un HER? Est-ce que c'est un luminal, un triple neg? Et elles vont se poser la question, est-ce que le profil que j'ai, est-ce qu'il est meilleur? Est-ce il est grave? Est-ce que ça évolue vite? Et donc, on a une innovation thérapeutique pour chaque profil moléculaire. Alors, l'innovation, elle consiste en des progrès qui ont été réalisés à l'étude de la cellule cancéreuse. Maintenant, on connaît des anomalies à la surface qui vont nous permettre d'envoyer des médicaments qui vont cibler la cellule cancéreuse et éviter les cellules normales. Donc, ce sera un traitement sélectif avec des effets secondaires différents et moins importants que la chimiothérapie de fait de ce caractère sélectif. Et ce traitement répond au concept de bloquer une serrure par une clé, c'est-à-dire qu'on va directement à l'anomalie qui existe sur la surface de la cellule, on va la bloquer pour l'empêcher de se multiplier et contrôler le cancer. Alors, je vais commencer par le cancer HER3 croix ou HER3+. Alors, vous voyez ici à gauche une cellule qui est normale. Elle a ses petits bras à la surface. Alors, ces petits bras, c'est ce qu'on appelle des récepteurs. Et ces bras-là, c'est le moyen de la cellule de communiquer avec son environnement et de répondre à des demandes de multiplication. Alors, ces petits bras ou ces récepteurs, ils sont commandés par des gènes à l'intérieur du noyau. Donc, dans une cellule normale, on a un certain nombre de récepteurs à la surface. Dans une cellule ou dans un cancer HER3+, on a une anomalie génétique qui fait que les gènes qui commandent ces récepteurs sont surexprimés, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans un nombre très, très important.
Alors, in fine, on va avoir plusieurs petits bras à la surface et ces petits bras vont répondre à une stimulation externe et ça va permettre à la cellule de se multiplier de façon importante. Alors, l'innovation, elle consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on a découvert des anticorps. Ces anticorps, ils vont aller bloquer ces petits bras, ces récepteurs, ils vont empêcher la cellule de se multiplier. Et la première révolution date de 2005, c'est le trastuzumab, la date où l'étude a été publiée et qui a transformé le pronostic de patientes métastatiques qui étaient vivantes à 5 ans, voire même plus. Deuxième génération, on a découvert un deuxième. Donc, on a associé deux anticorps qui vont aller bloquer ce récepteur. Et donc, encore, on a amélioré la survie des patientes en situation métastatique. Donc, c'est la deuxième génération des anticorps ciblés contre le HER3+. La troisième révolution, c'est qu'on a designé des médicaments, ce sont des anticorps, comme les anticorps qu'on a, et ces anticorps, sur ces anticorps, on a fixé des molécules de chimiothérapie. Et ce médicament-là, il va aller se fixer sur la surface de la cellule, sur ses petits bras, sur ses petits récepteurs, et une fois qu'il est introduit à l'intérieur de la cellule, donc dès qu'il est à la surface, les cellules, elles vont l'inclure. Eh bien, une fois qu'il est à l'intérieur de la cellule, les molécules de chimiothérapie vont être libérées. Et donc là, on a une double action sur le récepteur et puis une chimio qui est à l'intérieur de la cellule. Et vous voyez ici que la cellule, elle est éclatée, elle est détruite grâce aux molécules de la chimiothérapie. Et bien sûr, tout ça va permettre une meilleure efficacité et une moindre toxicité parce qu'on va avoir une action ciblée sur la cellule. Alors, sur le plan pratique, un cancer HER3 croît, on va utiliser de la chimio au départ avec un anti-HER2. Une fois qu'on a une réponse, on va alléger le traitement et va laisser que les anti-HER2 et on peut revenir à la chimio. On peut utiliser la troisième, la quatrième génération et en plus, on peut réutiliser un médicament qui a été utilisé au départ avec un délai de plus de 1 an qui a donné une bonne réponse. On peut le rechallenger et ainsi de suite. Donc, c'est des périodes de 3 mois d'évaluation. On allège, on change le traitement et ainsi de suite et on adapte le traitement. Le deuxième sous-type, c'est le cancer luminal. Alors celui-là, il a une relation avec les hormones du cycle menstruel. On sait que le sein, il est sous l'impulsion des œstrogènes et de progestérone et on sait qu'il y a des changements au cours du cycle menstruel. Ces hormones, ils vont permettre la maturation du sein pour la lactation, pour l'allaitement maternel, mais en même temps, les cellules qui vont avoir ces récepteurs vont avoir une sensibilité ou bien une réponse à ces hormones-là, notamment les œstrogènes, et c'est un facteur de croissance. Ces œstrogènes-là, les cellules vont les utiliser pour pouvoir se multiplier. Donc, il y a le cerveau qui sécrète une hormone qui va stimuler les ovaires, et puis les ovaires vont sécréter les œstrogènes qui vont aller stimuler les cellules au niveau du sein. Et bien, grâce à cette compréhension, on a pu imaginer des médicaments qui vont aller bloquer l'action de ces hormones sur la cellule cancéreuse. Alors ici, dans ce graphique, j'ai deux étapes, j'ai deux phases de la vie de la patiente, la femme, avant la ménopause. On a le cerveau qui va sécréter une hormone qui va aller sur l'ovaire, comme je viens de le dire. L'ovaire va sécréter des œstrogènes. Les œstrogènes vont aller sur la cellule cancéreuse du sein et vont la nourrir. Comme elle a beaucoup de récepteurs qui vont répondre à ces hormones, elle va se multiplier. La première hormone qui a été, le médicament qui a été découvert, c'est le tamoxifène. Donc, le tamoxifène, il bloque l'action des œstrogènes qui viennent des ovaires vers la cellule cancéreuse. La deuxième, c'est les analogues de la LHRH. C'est un médicament qui va bloquer l'hormone du cerveau vers l'ovaire et donc on va bloquer les œstrogènes et leur arrivée sur la cellule cancéreuse. Et enfin, ça c'est donc avant la ménopause. Après la ménopause, les ovaires ne fonctionnent plus. Donc, la femme garde une petite sécrétion des œstrogènes grâce à une petite glande qu'on appelle la surrénale. Cette glande, elle est située au-dessus des reins et cette glande va transformer les lipides, le gras, les lipides en œstrogènes qui vont aller
vers la cellule cancéreuse du sein et la nourrir. Eh ben, les anti-aromatases permettent de bloquer ces œstrogènes, de bloquer cette transformation et d'éviter qu'elle n'arrive sur la cellule cancéreuse. Ça, c'est les hormones de première génération. La grande révolution dans le cancer luminal, c'est l'hormonothérapie de dernière génération. Et là, vraiment, c'est une grande découverte. Alors, ces hormones-là, elles ont été présentées dans les années 2018. Alors, elles consistent en quoi? Vous avez ici une cellule cancéreuse. Alors, pour se multiplier et grossir, elle va déclencher un dédoublement ou bien une synthèse de l'ensemble des éléments qui constituent le noyau. Elle va former deux noyaux, deux petites cellules filles qui vont se séparer pour aller produire donc deux cellules filles et la croissance tumorale continue. Les anti-CDK4/6, ils vont arriver à ce moment au cours de la multiplication de la cellule et la formation des deux noyaux. Ils vont empêcher cette formation de noyaux et, in fine, ils vont empêcher la prolifération tumorale et la multiplication des cellules cancéreuses. Alors, sur le plan pratique, pour un cancer luminal, quand c'est une maladie indolente, on n'a pas beaucoup de symptômes, on va aller vers ces hormonothérapies de dernière génération que je viens de présenter. On va associer les anti-aromatases plus les anti-CDK4/6 et on va mettre la patiente donc, sous cette hormonothérapie. C'est une voie orale, moins d'effets secondaires que la chimiothérapie et on va évaluer. Si on a une réponse, on va continuer tant que la patiente répond et qu'il y a les effets secondaires sont contrôlés. Maintenant, donc on va aller, s'il y a quand on n'a plus de réponse, on va changer d'hormonaux. On peut avoir une deuxième ligne, on peut avoir une troisième ligne selon différentes associations et on va retarder au maximum l'utilisation de la chimio. Et le même concept du re-challenge, c'est-à-dire quelque chose qu'on a utilisé avant, on peut le réutiliser par la suite. Quand on a une tumeur, une charge tumorale qui est importante, c'est-à-dire soit une masse au niveau du sein, soit une métastase qui est volumineuse, qui donne beaucoup de symptômes, là, on va faire appel à la chimiothérapie parce qu'elle va nous donner une réponse tumorale rapide. Et une fois qu'on a obtenu cette réponse, on va utiliser l'hormonothérapie en maintenance et on va la garder tant que la personne répond. Et on peut changer d'hormonaux et arriver in fine à la chimiothérapie si on a épuisé toutes les lignes d'hormonothérapie. Alors, le dernier sous-type, c'est le cancer triple négatif. Les patientes l'appellent Touleti Silbi en arabe. Et ce cancer était parmi les derniers pour lesquels l'innovation thérapeutique est arrivée, parce qu'avant, on avait la HER3 croix, ils avaient un traitement, puis après, sont venus les luminaux. Et les triples négatifs sont restés un petit peu le parent pauvre. Mais aujourd'hui, ils ont la révolution thérapeutique. Alors, on a trois moyens thérapeutiques. On a l'immuno. Alors, l'immunothérapie, c'est une des grandes révolutions qui a été découverte pour le traitement du cancer. Alors, le mécanisme d'action, il est très simple. Vous avez ici une cellule cancéreuse en mauve. Cette cellule, elle va bloquer le globule blanc qui est notre gendarme, notre soldat de défense contre la cellule cancéreuse qui est normalement une cellule qui est anormale et qu'on devrait reconnaître et qu'on devrait détruire. Eh ben, la malice de la cellule cancéreuse va faire qu'elle va bloquer cette cellule et va l'empêcher de la reconnaître et de la détruire. Eh ben, l'immuno, elle va lever ce blocage, elle va lever ce bras, cette liaison, et va libérer le globule blanc que vous voyez ici en vert. Et c'est ce globule blanc qui va reconnaître la cellule cancéreuse et qui va la détruire. En d'autres termes, de manière plus simple, l'immunothérapie va stimuler notre système immunitaire et va lui permettre de se libérer et d'aller détruire. C'est le système, notre propre système immunitaire qui va détruire la cellule cancéreuse. Bien sûr, les effets secondaires, ils sont beaucoup moindres, ils sont différents. Les effets secondaires, ils sont beaucoup moindres, ils sont différents de ceux de la chimiothérapie. Les anti-angiogéniques, alors le concept, c'est quoi? C'est que la cellule cancéreuse, pour pouvoir se multiplier, elle va sécréter des petites molécules
et elle va aller stimuler la formation de vaisseaux sanguins. Et donc, elle a besoin de vaisseaux sanguins pour se nourrir. Donc, plus elle grossit, plus qu'elle va stimuler la formation de vaisseaux. Et donc, elle va entretenir son système nutritif qui va lui ramener des nutriments, de l'oxygène pour qu'elle puisse se multiplier. Alors, ce médicament-là, il va bloquer ces molécules qui appellent à la formation de vaisseaux. Il va les bloquer et il va réduire la vascularisation. Et donc, si on réduit la vascularisation, si on réduit les apports énergétiques, eh ben, la tumeur s'appauvrit et se réduit. Et c'est comme ça qu'on va agir sur le cancer du sein triple négatif. Dernière innovation. Alors, dans les cancers du sein triple négatif, on a un sous-groupe qui ont une anomalie génétique héréditaire, ce qu'on appelle le BRCA muté. Alors, le BRCA muté, il peut être muté, donc anomalie génétique, soit dans la tumeur, soit c'est une anomalie qui est portée par les parents et qui va être transmise aux filles et qui va être responsable du cancer du sein. Alors, cette anomalie, elle consiste en quoi? On a déjà une anomalie chromosomique sur le matériel génétique. Et les BRCA mutés, ils ont un matériel de réparation des chromosomes ou du matériel génétique qui est défaillant. Donc, quand on donne un médicament qu'on appelle les inhibiteurs de PARP, ben là, le matériel génétique ne peut pas être réparé. Donc, on va bloquer la cellule, on va bloquer sa multiplication et on va agir sur le cancer. Donc, pour ce qui est sur la séquence pratique du cancer du sein triple négatif, le médecin va choisir en fonction des analyses de l'ANAPAT, soit l'association immunochimio, les inhibiteurs de PARP, la chimio plus les anti-angiogéniques, et il va mettre ce traitement, il va évaluer, et si le traitement donne une réponse, il va alléger le traitement et on va faire ce qu'on appelle la maintenance. On va faire soit de l'immuno, soit les inhibiteurs de PARP, soit les anti-angiogéniques et maintenir la réponse le plus longtemps possible. Alors, après les innovations thérapeutiques, il y a les situations particulières. Alors, les patientes vont se poser la question, est-ce que le traitement de la tumeur au niveau du sein est prioritaire? Des fois, ça les angoisse de garder la tumeur au niveau du sein. Ce n'est pas une priorité. Alors, la priorité, c'est de traiter la maladie générale, c'est-à-dire de donner un traitement par voie générale, c'est-à-dire soit en perfusion, soit sous forme de comprimé. Et la chirurgie peut se discuter si on a un très bon traitement à ce traitement général. À ce moment-là, on peut discuter la chirurgie dans un intervalle thérapeutique, parce que si on fait la chirurgie initialement, on peut perdre du temps et on peut avoir la maladie qui évolue. Donc, d'abord le traitement systémique général et puis la chirurgie peut se discuter par la suite. Si la tumeur au niveau du sein est symptomatique, c'est-à-dire si elle est douloureuse, si elle saigne, si elle est infectée, si elle donne beaucoup d'inconfort, on peut utiliser la radiothérapie, là aussi dans un intervalle qui permet de contrôler la tumeur au niveau du sein. La maladie oligométastatique, c'est un concept qui a été développé depuis une vingtaine d'années. C'est un stade qui est intermédiaire entre la maladie métastatique où on a plusieurs métastases et le stade localisé. On a au maximum 3 sites métastatiques. Alors, ce stade-là, il a été individualisé parce que on s'est rendu compte que une fois on commence par un traitement général. Si on a une très bonne réponse, on peut aller traiter ces foyers-là d'une manière focale, c'est-à-dire soit par la chirurgie, soit par les rayons, soit par la radiofréquence, c'est-à-dire qu'on va mettre une aiguille, on va les détruire par la chaleur et ça permet de prolonger la survie et de prolonger aussi ou la retarder l'utilisation des différentes lignes de traitement, c'est-à-dire comme si on allait économiser les différentes lignes qui vont suivre une fois qu'on a contrôlé ces foyers-là par le traitement focal. Alors, les métastases osseuses, là aussi, besoin d'une réunion, chirurgien, radiothérapeute, oncologue. On va évaluer s'il y a un risque de fracture, ce sera la chirurgie.
Donc, le traumato, il va stabiliser l'os, il va éviter la douleur, il va éviter la fracture. On peut faire la radiothérapie pour la douleur. Donc, il y a la radiothérapie normale, il y a la radiothérapie stéréotaxique. L'idée, c'est de consolider, de solidifier l'os et d'arrêter le développement des métastases osseuses. Et on peut utiliser ce qu'on appelle les modificateurs de l'os. Ce sont des médicaments qui vont encourager la fixation du calcium sur l'os. Et l'idée, c'est de prévenir les complications liées à l'atteinte osseuse, donc parce que les métaosseuses, elles vont fragiliser l'os. On peut avoir des fractures, douleurs, compression neurologique. C'est des perfusions tous les 28 jours qu'on peut utiliser jusqu'à 2 ans. Il faut juste faire des soins dentaires avant. Et ça permet, ça a aussi révolutionné le traitement parce que ça permet de donner d'une manière préventive, solidifier l'os et éviter les complications. Les métastases cérébrales, il y a un traitement aussi. Là aussi, réunion autour d'une table. Si on a une lésion qui donne beaucoup de symptômes, douleurs, des vomissements, des céphalées, des troubles neurologiques, on va discuter soit la chirurgie, soit la radiothérapie, soit les deux, c'est-à-dire chirurgie et radiothérapie. L'idée, c'est de contrôler la métastase osseuse le plus tôt possible et le plus rapidement possible. Et puis, le traitement de base, c'est les traitements systémiques, à savoir la chimio, les thérapies ciblées, l'hormonaux, les soins de support en fonction du profil moléculaire. Alors, en plus des innovations thérapeutiques, il y a les soutiens institutionnels qui sont très importants. Alors, l'OMS a émis une résolution en 2021 sur laquelle elle s'est fixé un objectif d'améliorer la survie des patientes atteintes de cancer du sein par un objectif de réduction de la mortalité de 2,5% par an. Ça revient à sauver 2,5 millions de vies en 20 ans à l'année de 2041. Et cette résolution ou cet objectif se base sur un trépied qui consiste en un dépistage précoce, dépistage, diagnostic précoce, prise en charge précoce. Donc, tout cancer du sein doit être pris en charge en moins de 2 mois après le diagnostic et aider tous les pays du monde à développer l'expertise dans les différents traitements dont je viens de parler. Et in fine, avec ces 3 piliers, on va améliorer et prolonger la survie des patientes. Alors, notre pays s'inscrit dans cette résolution, cet objectif, grâce à plusieurs piliers, à l'élargissement de l'offre de soins. Et on sait aujourd'hui qu'on a pratiquement dans toutes les grandes villes, on a des centres d'oncologie. La couverture médicale universelle a permis de faciliter l'accès aux soins à tous les patients. On a de plus en plus de mise à disposition de médicaments innovants rapidement par rapport à leur découverte dans les recherches internationales. La formation du personnel soignant grâce au déploiement des facultés de médecine, qu'elles soient publiques ou privées. Et enfin, les centres de promotion de la santé de la mère et de l'enfant qui ont un programme pour dépister et diagnostiquer de façon précoce les cancers du sein. Les soins de support et l'exemple même est celui de l'association d'Al-Zour qui offre un accompagnement pendant le traitement et après le traitement. Elle offre un soutien psychologique, des conseils en nutrition, des conseils et des ateliers d'activité physique. Et on sait aujourd'hui que l'activité physique, ce n'est plus une option, mais c'est une obligation pendant le traitement parce qu'on s'est rendu compte que les patientes qui font de l'activité physique vont avoir un capital musculaire meilleur, un système immunitaire meilleur et ça leur permet de mieux prendre leur traitement, d'avoir des meilleures réponses au traitement et d'avoir moins d'effets secondaires. L'équipe soignante va gérer tout ce qui est effets secondaires pour la qualité de vie et les soins de support, c'est militer aussi pour l'aménagement du temps de travail parce que les patientes peuvent continuer à travailler moyennant un aménagement de la charge et du temps de travail parce qu'elles ont besoin de leur travail pour avoir leur couverture médicale, pour avoir les moyens de se soigner. Et l'association d'Al-Zour milite pour qu'il y ait une amélioration par rapport à ce point-là et puis par rapport au soutien des différents ateliers qu'elle offre.
Un dernier mot sur le dépistage, juste rappeler l'autopalpation mensuelle, la mammographie à partir de 45 ans tous les 2 ans, ça permet un diagnostic précoce. Un mot sur la prévention pour prôner le contrôle du poids, l'allaitement maternel pour les jeunes femmes et la pratique du sport, parce que le sport, c'est la vie, que ce soit en prévention ou durant le traitement. Ça permet d'améliorer le bien-être physique et émotionnel aussi. Alors, en conclusion, je dirais que je rappelle les principaux éléments que j'ai développés, à savoir le cancer du sein aujourd'hui métastatique est devenu une maladie chronique. Les progrès réalisés, on a vu le passé, le présent et les continus et nous aurons de plus en plus de traitements innovants de moindre toxicité. Le diagnostic précoce reste une arme majeure pour améliorer la survie et la qualité de vie des patientes. Et Octobre Rose est là pour mettre la lumière sur les soutiens institutionnels, les soutiens médicaux et les soins de support pour améliorer la qualité de vie et la survie des patientes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, professeur Toufek, pour cette présentation très exhaustive sur les cancers du sein métastatique avec les dernières nouveautés à ce sujet. Juste pour information pour l'auditoire, hein, nous sommes à presque 110 personnes connectées, ce qui est un bon chiffre pour un webinaire de ce type. Alors, je vais donner la parole à Madame Khamlichi pour le côté support psychologique. Il y a quelques questions et j'engage vraiment l'auditoire en attendant que Madame Khamlichi se connecte. Et elle est déjà connectée, qu'elle mette en place son diaporama. Le sujet, ça sera un sujet très important, hein, parce que, comme l'a dit professeur Taufek, quand on est diagnostiqué avec un cancer, un cancer métastatique, elle a utilisé l'expression, c'est un château de cartes qui s'effondre. Des fois, moi, j'entends parler d'un tsunami, et c'est là que le support psychologique venant de professionnels, donc aux psychologues, est très important. Avant de vous donner la parole, Madame Khamlichi, je vous informe à tous, à l'auditoire, parce que ça a été demandé, que le webinaire est bien sûr enregistré et qu'il sera rediffusé sur nos réseaux sociaux, sur notre site web pour les gens qui voudraient le rediffuser. Par contre, je demande à tous ceux qui sont connectés, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé et des gens du grand public, de poser vos questions. Posez toutes vos questions. Il n'y a pas de questions simples où vous avez 3 professionnels qui se feront un plaisir de vous répondre. À vous la parole, Madame Khamlichi. Oui, bonsoir à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, ma présentation, ça va s'articuler sur comment comprendre, accompagner, mais aussi ce qui est important, c'est redonner du sens à la vie malgré la maladie. Donc, je vais juste avancer. Il faut cliquer sur la présentation. Sur la présentation, d'accord. Ok, merci beaucoup. Donc, quand l'annonce est là, quand on annonce à la femme que elle apprend que son cancer est devenu métastatique, c'est comme si le monde s'arrêtait un instant. Monsieur Mahmoud il vient de citer que plusieurs femmes parlent de tsunami, d'un tremblement de terre, parce que le mot métastase fait peur. Il fait trembler tout ce qu'on croyait solide, le projet, le repère, le futur tout court. C'est un mot qui fige le temps, mais qui ne l'arrête pas. Parce que la vie, elle continue. Et c'est ça ce qu'on travaille avec la patiente. C'est que c'est un nouveau chapitre, qu'ils intègrent que c'est un nouveau chapitre dans la vie et que c'est la vie continue. Elle continue différemment, plus fragile peut-être, mais elle continue. L'annonce d'un métastase n'est plus la fin d'un voyage, c'est une autre manière d'avancer avec plus de conscience du moment présent et avec plus de courage pour ces femmes-là. Après l'annonce, bien sûr, il y a ce vertige, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de peur, il y a de la colère, la tristesse. Toutes ces émotions
Ce mélange, c'est la patiente. L'avenir pour elle devient un peu flou et on se sent parfois perdue et impuissante. Et pourtant, peu à peu, une force tranquille émerge. Et cette force, c'est la résilience en fait. Et c'est ce qu'on travaille aussi avec ces patientes-là. Cette capacité à se relever, à continuer malgré tout. Donc, le rôle en tant que psychologue et oncopsychologue, c'est d'aider ces patientes-là à retrouver un ancrage, à redonner du sens à leur vie, à montrer qu'on peut vivre avec la maladie sans être réduite à elle. Le cancer métastatique n'éteint pas la vie. Ça, c'est important aussi qu'on le souligne. Il la transforme. Et souvent, on voit que le côté prise en charge médicamenteuse, le process qui est un peu lourd, mais c'est aussi une adaptation, une nouvelle forme de s'adapter, de se résilier, de compenser avec les traitements et à profiter des moments de répit pour ces femmes-là. Alors pour ces femmes-là, elles découvrent la valeur des choses simples. C'est souvent le cas. Ils profitent simplement d'un café partagé entre familles, entre copines, un lever de soleil, un rire avec un proche. Ces petits moments-là sont des victoires silencieuses pour elles. Pour eux, c'est avec sa maladie, on peut attendre la guérison et choisir la vie chaque jour autrement. Le corps devient, alors dans ces moments-là, le corps de cette femme-là devient un témoin du combat contre cette maladie. Les traitements sont fatigants, modifient le corps, modifient les habitudes et parfois on se reconnaît plus. Mais pourtant, ce corps-là, on doit le garder comme allié. Il résiste, il encaisse, il se bat, mais il est là. Il faut l'écouter, il faut le respecter et lui parler avec bienveillance. Et c'est une façon aussi de se réconcilier avec soi-même. Et je dis souvent à mes patientes que chaque cicatrice, chaque trace raconte une histoire de courage, pas de faiblesse. C'est surtout ça. Ce qui est important aussi pour ces femmes-là, c'est avoir un soutien des proches. Parce que le rythme, le traitement tous les jours, c'est fatigant, il y a des rechutes, il y a de la fatigue, mais en ayant un soutien des proches, d'entourage, la personne ne se sent pas seule. Euh, Vaut mieux les intégrer. En fait, beaucoup de femmes choisissent de mettre à l'écart l'entourage en croyant qu'ils vont le protéger ainsi, mais c'est en les impliquant dans le process que c'est bénéfique pour eux, ils sont impliqués aussi psychologiquement avec elles et ils attendent aussi, elles attendent aussi ce soutien psychologique d'après son entourage. Alors, je dis souvent à mes patients que l'amour ne guérit pas toujours, mais il répare beaucoup. Donc, pour moi, c'est ce qui est important et ce que je conseille aux pères aidants, c'est surtout être là, c'est écouter. Parfois, on se sent incapable, on trouve pas les mots et ce que vraiment ils ont besoin, ces femmes-là, c'est plutôt de l'écoute plus que de conseils, c'est de la présence d'autrui, cette écoute bienveillante. Beaucoup de femmes, beaucoup de malades me rapportent aussi qu'ils ne sont plus les mêmes. Ils apprennent à vivre plus lentement, plus intensément. Ils osent dire non. Ils se recentrent sur ce qui est plus important pour eux, alors qu'avant, ils étaient recentrés vers l'extérieur. Mais la maladie fait qu'ils mettent un point dans leur vie et elles se recentrent sur elles-mêmes. Alors, la résilience, c'est ça, c'est ne pas ignorer la douleur, mais c'est continuer à avancer avec cette douleur. Et la lumière qu'on garde allumée, même quand la nuit est longue, c'est ça le slogan que je dis souvent à cette femme-là, parce que souvent ces femmes-là passent des nuits perturbées, mais en gardant toujours cette lumière en eux, ils continuent à avancer.
Et pour conclure, le cancer du sein métastatique nous apprend que la vie ne se mesure pas en années, mais en moments vécus pleinement. Euh, notre rôle aussi comme psychologue et comme oncopsychologue, c'est pas d'enlever cette peur, mais d'aider à vivre avec elle, avec ces moments-là, et de chercher la résilience, de retrouver les ressources internes et externes dans ces patientes dont elles ont besoin. Et merci pour votre attention. Merci infiniment, Madame Hamdichi, pour votre apport à ce webinaire sur l'importance primordiale du soutien psychologique. Donc, voilà, après le côté diagnostic, prise en charge thérapeutique par professeur Tofek, et puis la prise en charge de l'esprit, le soutien moral et psychologique grâce à vous, docteur Hamdichi. Nous donnons la parole à Madame Haïboubi, voilà, le temps de mettre en place le diaporama, parce que souvent, ces patientes atteintes de cancer, on leur dit un petit peu n'importe quoi en matière de nutrition. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela. Donc, Madame Haïboubi, en tant que nutritionniste et diététicienne, je vous cède la parole pour partager votre savoir à ce sujet avec notre auditoire. Madame Haïboubi, vous êtes en mute, il faut démuter le micro, il faudra ouvrir votre micro. Exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin. C'est le rôle de l'alimentation et de la nutrition face au cancer du sein métastatique. Donc, c'est un thème parfois sensible, chargé d'émotions et entouré de beaucoup d'idées reçues. On est toujours en face de plusieurs idées reçues. Donc, il y a la famille, les proches, les patients autour dans la salle d'attente de la clinique ou du cabinet. Tout le monde y connaît en nutrition, tout le monde conseille, mais là, mon objectif aujourd'hui n'est pas de parler de régime miracle, mais de donner et de redonner confiance à la capacité d'agir à travers des choix simples, adaptés et bienveillants envers le corps. Donc, comme on sait tous que le cancer est une maladie multifactorielle, cela veut dire qu'il n'y a pas une seule cause, mais plusieurs facteurs qui interagissent, les gènes, l'environnement, les habitudes de vie. Mais certains de ces facteurs ne dépendent pas de nous, comme ce qui est le cas de l'âge, la génétique et certaines expositions. Mais il y en a d'autres, comme 40% des cancers sont considérés comme évitables à cause de certains facteurs dont on peut contrôler, qui sont l'alimentation, l'activité physique, la consommation d'alcool et du tabac. Ils peuvent être modulés au quotidien. Donc l'idée, c'est de comprendre que la nutrition n'est pas un traitement, mais un pilier de soutien à côté des traitements médicaux. Donc, pour l'excès de poids, la sédentarité, l'abus d'alcool et la surconsommation, je précise sur la surconsommation de viande rouge ou transformée, ils font partie des facteurs identifiés comme augmentant le risque de certains cancers. Et aussi, on a les modes de cuisson, comme ce qui est le cas pour la viande rouge. Concernant la bonne nouvelle, c'est on peut prévenir ces facteurs de risque, comme le cas pour l'excès pondéral, en maintenant un indice de masse corporelle entre 18,5 et 25. Comment on peut calculer l'indice de masse corporelle? C'est simple, prendre le poids en kilos, le diviser sur la taille au carré, ça veut dire la taille fois la taille. On a un chiffre qui doit être compris entre 18,5 et 25. Et bien sûr, comme a mentionné le professeur Toffer sur l'activité physique, il faut maintenir une activité physique régulière. Concernant
La viande rouge, c'est surtout la surconsommation. Donc, pour la stratégie de prévention, c'est consommer moins de 300 grammes de viande rouge par semaine et bien sûr éviter et limiter les viandes transformées. Ce qui cause plusieurs problèmes, c'est les charcuteries, les saucisses. Concernant la cuisson au feu, même si dans notre pays on aime beaucoup cuire directement au feu, surtout au charbon, il y a une formation d'amines hétérocycliques et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques qui est déclarée cancérigène. Pour le prévenir, soit cuire à feu modéré, éviter les grandes flammes et retirer, s'il y a des parties carbonisées, les retirer. Ou bien des fois on peut cuire la viande au four, la faire retourner souvent, ou comme font nos grands-mères, c'est les mariner pour réduire les composés nocifs. Donc l'alimentation, c'est avant tout une question de qualité et de diversité, pas de privation. Pour la prévention, les trois objectifs prioritaires, c'est limiter la consommation des boissons alcoolisées et le tabac et adopter une alimentation équilibrée et diversifiée avec une activité physique régulière. Donc, pour un patient ou bien une patiente cancéreuse, pendant le traitement, pendant le cancer, le corps change. Donc, le métabolisme, il s'accélère, l'appétit fluctue, le goût et l'odorat se modifient, ce qui va donner des effets avec les effets indésirables du traitement, ce qui va donner des changements dans l'alimentation des patients. Donc, dans ces moments, surtout pendant le traitement, il faut bien s'alimenter. Pourquoi? Parce qu'on va donner au corps ce dont il a besoin, des macronutriments, des protéines, glucides, lipides et des micronutriments en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Cela pour que le corps puisse supporter les traitements et limiter la fatigue et bien sûr prévenir la fente musculaire. Pardon. Pour le cancer du sein métastatique, il y a des études qui montrent qu'il y a une prévalence de prise de poids avec le traitement lié à la diminution de la dépense énergétique. Et bien sûr, il y a l'activité physique qui diminue, la fatigue et le traitement par chimiothérapie qui va diminuer le métabolisme. Donc, ce qu'il faut faire, ne pas se culpabiliser. L'appétit, pardon, va et vient et c'est normal. Le plus important, c'est de garder le plaisir de manger, même en petite quantité. On a plusieurs idées reçues sur l'alimentation et le cancer, surtout concernant le sucre. Donc le sucre, il permet de nourrir toutes les cellules, cancéreuses et non cancéreuses, mais c'est surtout pardon, la consommation des sucres transformés et la surconsommation qui va augmenter l'inflammation et qui va engendrer des problèmes liés au traitement et à l'état nutritionnel. Concernant les régimes aussi détox ou le jeûne, ça va retentir négativement sur le corps parce que le corps sera affaibli, fatigué, avec une forte musculaire et il n'aura pas de force pour maintenir le combat contre le cancer ou pour avoir un état nutritionnel optimal. Comme on a vu, les effets de la tumeur et des traitements, ça va augmenter l'inflammation et augmenter les besoins énergétiques. Le meilleur repère pour nous, c'est le modèle méditerranéen. Il met l'accent sur les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes et surtout que notre pays, il en existe, on a de tout. Et les pays méditerranéens aussi, donc il faut garder le plaisir de manger en famille, garder une activité physique, faire le plein des fruits et légumes, les huiles de bonne qualité comme l'huile d'olive, des poissons
Et puis, limiter la consommation de viande rouge. Et c'est le cas même pour la nouvelle pyramide alimentaire internationale. Ils ont mis les produits gras et les sucreries ainsi que la viande rouge au sommet de la pyramide pour consommer, surtout la viande rouge transformée, pour limiter la consommation. Donc, et la meilleure façon de savoir combien manger, parce que les patients, au cours surtout avec le traitement hormonal, ils ont tendance à la prise de poids, qui constitue aussi un facteur de cancer. Donc, faire le plein, la moitié de l'assiette avec des légumes, et le quart pour les protéines, et l'autre quart pour les glucides de bonne qualité, surtout les glucides complets. Pour le protéine, des fois, on aura besoin de prendre 2 portions de protéines parce que la plupart des patientes ont une fonte musculaire et sont dénutries. Concernant les interactions médicamenteuses, il existe certains aliments et compléments. Ils peuvent interagir avec la chimiothérapie. Par exemple, on a le pamplemousse qui est interdit pour les patients sous chimiothérapie. Il y a aussi les compléments à base de curcuma et les infusions de millepertuis, la sauge et les plantes et toutes les plantes médicinales au cours du traitement. Il faut les éviter ou il faut toujours informer votre oncologue ou l'équipe médicale qui vous suit. Cela n'est pas pour interdire, mais pour sécuriser le parcours de soins. On a aussi le thé vert, surtout les compléments à base de thé vert, ils vont augmenter la toxicité de la chimiothérapie et par la suite réduire l'efficacité alors qu'on veut un traitement efficace. Donc, il est prudent de ne pas prendre du thé vert 2 jours avant le traitement et 2 jours après. Pour les phytoestrogènes, surtout pour les personnes à risque de cancer hormonodépendant ou pour les personnes qui prennent les traitements hormonodépendants, de préférence ne pas prendre les compléments alimentaires qui sont à base de soja ou à base de phytoestrogènes. Donc un apport élevé, supérieur à 1 mg par kilogramme par jour, à base d'aliments contenant le soja ou des compléments alimentaires n'est pas recommandé pour ne pas causer des interactions avec le traitement médicamenteux. Et aussi, c'est le cas pour les antioxydants parce que la chimiothérapie, elle a un effet oxydant. Donc, si on veut, notre objectif, c'est la mort de la cellule cancéreuse et pour avoir une chimiothérapie efficace. Par contre, quand la personne consomme des antioxydants, elle va faire une barrière contre la chimiothérapie et par la suite, le traitement ne sera pas efficace. Donc, pour la prise en charge nutritionnelle d'un patient, on commence toujours, il ne faut pas hésiter à changer de texture, changer de goût. Si le goût est modifié, prendre des petites portions, fractionner des repas. Et selon chaque effet indésirable, on change de prise en charge. Par la suite, si le patient n'arrive pas à satisfaire ses besoins énergétiques ou à prendre ses apports nutritionnels, on enrichit l'alimentation. Si ça ne marche pas, on passe à l'alimentation médicale par l'ajout des compléments nutritionnels oraux. Si ce n'est pas efficace, on passe à la nutrition entérale à l'aide d'une sonde, soit nasogastrique, soit gastrostomie, soit jéjunostomie. Ça va dépendre de l'état du tube digestif ou à la fin, sur prescription médicale, si le patient n'arrive pas à manger, on passe à l'alimentation parentérale. Donc là, le rôle du diététicien, c'est d'adapter ses conseils à chaque patiente selon son état et selon son poids. On peut l'adapter selon les effets indésirables. S'il y a des vomissements, on privilégie les aliments froids ou tièdes.
S'il y a une sécheresse buccale, les boissons réfrigérées, des glaçons. Et bien sûr, en cas de perte d'appétit, il faut enrichir les repas et encourager le patient à manger ce qui lui fait plaisir, même en petite quantité. Donc, on accompagne le patient jusqu'au bout pour garder, pour avoir un apport nutritionnel adéquat afin de maintenir un bon état nutritionnel. Et là, l'activité physique vient accompagner l'alimentation. Ça va diminuer la perception de la fatigue liée au cancer, améliorer l'état général, mais surtout, il faut que ça soit adapté à l'état du patient au moment du traitement. Donc, s'il est fatigué, on peut l'aider avec des séances comme des séances de kiné. L'essentiel, c'est même des petits exercices, ils vont l'aider à maintenir la masse musculaire. Donc, avant de conclure, les points à retenir, c'est qu'il faut favoriser le fait maison avec des produits frais, légumes, fruits, poissons, poulet, viande, un peu de tout, maintenir un équilibre, intégrer les activités physiques et bien sûr boire suffisamment. L'essentiel, c'est d'éviter les sucres ajoutés qui sont présents dans les boissons sucrées, les pâtisseries, les produits transformés, parce que le sucre, il est présent dans tous les aliments, même le pain. Si on l'achète, il y a du sucre, il y a beaucoup de sucre caché. Il faut garder les glucides complexes, mais les sucres, les éviter au maximum. Limiter les graisses saturées et trans, donc tout ce qui est biscuits achetés, tout ce qui est huile de palme, c'est des graisses saturées et trans. Limiter les aliments ultra transformés. Une fois on trouve un produit avec plusieurs ingrédients, il faut pas le consommer. Donc, bien choisir ce qu'on consomme. Pour les proches, comme a indiqué Madame Khemlichi par rapport au soutien des proches, il faut pas interdire, mais il faut l'aider, l'orienter vers une consultation avec un diététicien ou en parler avec son oncologue sur ses difficultés à manger, de perte d'appétit, pour pouvoir proposer un plan nutritionnel spécifique à ses besoins sans conseiller des produits qui vont nuire au maintien de son traitement. Donc, pour conclure, il faut retenir que l'alimentation et l'activité physique ne guérissent pas le cancer, mais elles soutiennent la santé, l'énergie et bien sûr le moral. Chaque personne va trouver son équilibre sans culpabilité. Il faut garder plaisir, diversité, donc l'assiette doit être pleine de couleurs, un mouvement adapté et bienveillant avec soi-même. Considérer, il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de faire de son mieux chaque jour avec bienveillance. Donc, et considérer que l'alimentation et l'activité physique, c'est les deux amis qui vont vous accompagner pendant le traitement. Et merci beaucoup pour votre attention. Alors, Madame El Haiboubi, deux mots de ma part, de la part d'Alzor et des participants. Merci et bravo. Merci parce que vous m'aviez confié juste avant le webinaire que vous aviez pris froid, mais que ça s'est senti sur la gorge. Alors, tous mes voeux de bon rétablissement. Mais pour l'auditoire qui est resté, hein, j'ai rarement vu ça. On a gardé l'auditoire tout le long du webinaire. Il y avait 106, 107 personnes et je crois, Madame Haïkoui, que votre excellente présentation a apporté beaucoup de réponses aux patientes atteintes de cancer en général ou métastatique ou aux gens comme moi, lambda. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous remercie infiniment au nom de l'auditoire d'Alzor et de tout le monde. Voilà, et je voudrais maintenant ouvrir la session des questions-réponses. Alors, j'ai au niveau du Q&A 10 questions, une remarque, mais j'avais aussi, comme le webinaire a été lancé depuis quelque temps, les personnes qui étaient au courant m'avaient glissé quelques questions à poser à tout le monde. Bon, je vais faire le tour. Alors,
Madame Ghanem est très heureuse d'être parmi nous et nous sommes heureux aussi de sa présence. Espérons que le webinaire aura été intéressant pour elle. Après, nous avons Madame Tahir qui dit est-ce que le cancer du sein peut rendre après une attaque de kyste au sein après des années après opération? Je pense, professeur Taufer, que la question c'est après des kystes au sein, opération, est-ce qu'il peut y avoir un cancer, des récidives, des métastases? Voilà. Alors, les kystes, si la patiente elle a été opérée pour des kystes, généralement les kystes, c'est des tumeurs qui sont bénignes, donc il n'y a pas de traitement complémentaire. Maintenant, une personne qui fait des kystes au niveau du sein, c'est une personne qu'il faut donc qu'il fasse une surveillance rapprochée, un la mammographie, je ne sais pas l'âge, quel est son âge, est-ce que c'est la mammo, est-ce que c'est l'IRM, mais il va falloir faire une surveillance parce que les kystes peuvent cacher la tumeur, elle peut ne pas être palpée, donc voilà, donc il faut une surveillance, un gynécologue peut très bien faire une surveillance régulière pour la prévention. Merci, professeur Taufer. Une autre question médicale, technique. Pourquoi ne pas parler de la prévention? Je pense que vous en avez parlé aussi. Quand on était sur le cancer du sein métastatique, mais on peut en parler. Le système lymphatique, est-ce qu'il faut jouer sur le drainage lymphatique? Et le cancer du sein hormonodépendant, pourquoi ne pas faire une endométrectomie? Donc, des questions assez techniques pour vous, professeur. Alors, Alors, pour le drainage lymphatique, nous, en tant que professionnels de la santé, en tant que scientifiques, on ne peut pas proposer quelque chose qui n'a pas été validé par la recherche. Le drainage lymphatique est fait quand on a par exemple, une personne qui a été déjà traitée, qui a un problème de retour veineux, qui a un membre qui est gonflé. Mais faire du drainage lymphatique, on n'a jamais démontré qu'on peut prévenir le cancer du sein grâce au drainage lymphatique. Par contre, comme la personne elle parle du système lymphatique ou du système lymphatique drainage, le système immunitaire, on peut le booster, comme ça a été dit par nous toutes les trois. Le booster par l'activité physique, par l'alimentation, par la prise en charge psychologique et émotionnelle, tout ça, combiné, tous ces facteurs-là peuvent améliorer le bien-être et booster le système immunitaire et nous permettre de mieux nous défendre. Alors, vous avez parlé de l'endométriectomie. Alors, l'endométriectomie, c'est pour les cancers hormonodépendants, on peut faire soit une ablation des ovaires, soit on peut faire des injections, ce qu'on appelle les analogues des médicaments qui vont bloquer l'action de l'hormone qui arrive du cerveau vers l'ovaire. Elle va bloquer l'activité de l'ovaire, mettre l'ovaire au repos. Et donc, ça fait partie de l'hormonothérapie du cancer du sein en situation métastatique. Très souvent, on l'utilise chez les femmes qui ne sont pas encore ménopausées. Donc, on va leur faire ce qu'on appelle une castration chimique ou médicale et ça permet de stopper l'activité des ovaires et utiliser d'autres hormones. Merci, professeur Taufer. Si je peux me permettre, moi, je n'aime pas faire de remarques médicales, mais peut-être avec tout ce qu'on fait comme communication, sensibilisation, peut-être, professeur Taufer, insister sur le fait qu'il n'y a pas un cancer, il y a des cancers et que chaque cas est un cas. Et j'entends même maintenant dire qu'il y a pratiquement des prises en charge thérapeutiques qui sont presque personnalisées. Chaque patiente, elle a sa prise en charge thérapeutique. Tout à fait. Alors, il m'arrive très souvent de recevoir une patiente. Elle a discuté dans la salle d'attente et elle me dit, voilà, j'ai entendu dire que la personne, elle a eu un traitement. Pourquoi moi, je n'ai pas ce traitement? Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que c'est moins grave? Et comme vous le dites, chaque cas est un cas particulier parce que l'âge est différent. Même si on prend le même cancer, le même profil et deux patientes du même âge, on ne va pas les traiter de la même manière.
Chacune va avoir un programme de soins personnalisé, adapté à son contexte, ses antécédents, son âge, le profil moléculaire. Donc, traitement à la carte, et ça ne veut pas dire que si on intensifie, c'est meilleur, ou si on désescalade, c'est moins bon. Chacune va avoir le meilleur traitement et la meilleure stratégie thérapeutique. Merci, professeur. Une question pour Madame Hamlichi. Vous avez parlé de la résilience qui est importante pour ces patientes. Et une de nos auditrices pose la question, quelle serait la place de la spiritualité ou de la religion pour aider à dépasser ou à combattre la maladie? Oui, tout à fait. La spiritualité, qu'elle soit ou non religieuse, occupe vraiment une place essentielle et primordiale dans le processus de résiliation, euh, de telle sorte qu'elle devient une ressource intérieure parce qu'elle donne un sens à cette épreuve. Je m'explique, je donne un exemple. Par exemple, pour les femmes qui sont très spirituelles, la maladie, elles perçoivent la maladie comme une épreuve à passer, pas comme une fatalité. Donc, ça apaise ce sentiment d'injustice et redonne un sentiment de cohérence intérieure pour elles. Merci, merci beaucoup, Madame Hamlichi. Une question pour Madame El-Haïboubi, qui n'est pas dans le Q&A, mais qui m'a été posée. Vous avez dit que le jeûne, ça affaiblissait plutôt le corps qui aurait plus besoin d'énergie pour combattre le cancer. Maintenant, certaines théories, on parle d'un prix Nobel japonais qui a parlé de l'autophagie ou bien du fait que le jeûne affaiblissait les cellules cancéreuses. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre point de vue sur jeûne et cancer ou la jeûne, autophagie et cancer? Pour le jeûne et l'autophagie, la plupart des études, ils ont prouvé que surtout pendant le traitement, c'est difficile. Donc le fait, la personne, elle reçoit des chimiothérapies et tout, donc son corps est affaibli. C'est très difficile de jeûner. On peut ne pas prendre l'alimentation au moment de la chimio pour ne pas gêner aussi le tube digestif, mais le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Très bien. Merci, merci beaucoup. Permettez, Monsieur Mohoub, j'aimerais donner un commentaire par rapport à cette question que je trouve très, très pertinente. Alors, les patients nous demandent par rapport au jeûne, et le mois qui précède le mois de Ramadan est un mois qui est très difficile, parce que tous les patients qui sont en cours de traitement voient le mois de Ramadan comme une opportunité pour la prière, pour la spiritualité. Mais nous, on voit le traitement et on voit le risque qu'encourt le patient qui fait le jeûne. Donc, personnellement, je dis aux patients que nous avons une religion où on peut faire plusieurs pratiques, et le jeûne en fait est une pratique. Mais par contre, on peut faire d'autres pratiques, même si les autres jeûnent, on peut faire d'autres pratiques sans pour autant mettre en jeu sa santé, et puis altérer aussi la qualité et la prise en charge thérapeutique. Donc, le conseil raisonnable, c'est écouter votre thérapeute, que ce soit l'oncologue, que ce soit le psychothérapeute, que ce soit le nutritionniste, et dans le cadre d'associations comme Darzor. Bon, je vais pas de la publicité pour Darzor, mais si vous avez besoin de conseils donnés par des professionnels, vous savez où les trouver de toutes les façons. Il vaut mieux écouter des conseils de professionnels que s'aventurer sur le web et puis faire un petit peu n'importe quoi. Parce que les gens qui vont vous prendre en charge veulent votre bien et vous donneront des conseils vraiment adaptés à votre cas, à tout un chacun. Alors, une question pour vous, professeur Toffer. On parle de la place de la cryothérapie à ce niveau. Alors, je ne sais pas Thérapie par le la froid. personne qui pose la question. Oui. La question Alors, la précise, c'est cryo... est-ce que la cryothérapie est efficace par rapport à la chirurgie de Madame Bouraja? Alors, la question, je ne sais pas, est-ce qu'elle parle de la cryo pour le sein ou bien la cryo pour d'autres sites? Au Ça n'est fait, pas précisé. Ça n'est pas c'est pas précisé. précisé. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que la cryothérapie est utilisée dans les métastases osseuses. Elle est efficace, c'est-à-dire qu'on va introduire une aiguille
et on va injecter je pense, de l'azote ou du nitrate. C'est un gaz qui est refroidi à moins de 80 degrés. Il permet de détruire les cellules cancéreuses. C'est un moyen de détruire d'une manière ciblée des métastases osseuses petites, mais donc c'est un traitement qui est moins invasif. Voilà, on peut l'utiliser dans certaines métastases, on peut les détruire par le froid. Très bien. Alors, une question de Madame Benraham, c'est bon, c'est l'oncogénétique, professeur Toffer. La question précise, c'est concernant le cancer du sein génétique. Est-ce qu'il y a des examens à faire pour les filles de la famille? Oui, alors quand on reçoit une patiente et quand on suspecte un profil génétique, au fait, on va pas le demander pour tout le monde. On va le demander quand on a, par exemple, au moins 3 personnes dans la famille qui ont été traitées, des personnes proches, des tantes, des cousines qui ont été traitées pour cancer du sein. Donc, on va demander le test. Alors, le test, il peut être fait dans le sang et on va chercher l'anomalie génétique et c'est bénéfique pour la patiente, c'est bénéfique pour la famille. Pour la patiente, ça va nous permettre de prescrire les inhibiteurs de PARP, ce qui est une molécule innovante, un traitement innovant. Pour la famille, il faut une consultation chez un oncogénéticien qui va préciser le risque et qui va aussi aider la famille à entreprendre une surveillance parce que quand on a un risque par exemple, dans une famille, il faut commencer, par exemple, à faire des radios 10 ans avant le premier cas, le plus jeune dans la famille. Et ça, c'est l'affaire, donc l'oncogénéticien qui va donner le risque et lancer la surveillance chez la famille. Merci, professeur Toffer. Et Madame Khmelichi, on a une parente qui est vraiment atteinte par l'annonce d'un cancer. Comment la convaincre d'aller voir un psychologue? D'accord. Alors, je pense que avant d'essayer de la convaincre, il faut d'abord juste accueillir ses craintes et appréhensions et peut-être pas commencer par la déculpabiliser avec cette démarche. Par exemple, lui dire que se faire aider et accompagner, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une façon de prendre soin de soi, comme on prend soin de notre corps par un médecin, par un oncologue, par une nutritionniste, ben, voir un psychologue, on prend soin de notre psychique, notre appareil psychique. Et aussi, peut-être aussi lui dire que c'est vrai qu'on passe chez un psy pour que ça nous aide euh, à mieux vivre le traitement, mais pas que pour ça. Ça va aider à retrouver la force, à reprendre confiance en soi et apaiser ce qui Ah, pèse. pardon. Pardon? Donc, Oui, 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 oui. oui, Non, je répète. D'accord, oui. ok. Oui, alors partir chez un psy, peut-être au premier abord, beaucoup de gens viennent chez un psy quand ils ont atteint de maladies de cancer pour qu'ils aident à appréhender les traitements, pour qu'ils arrivent à mieux vivre avec le traitement. Mais ce n'est pas que pour cela. Normalement, c'est pour retrouver de la force, apprendre à avoir confiance en soi, à apaiser ce qui pèse. Donc, ce que je conseille à à cette dame-là qui demande par rapport à une patiente, c'est d'abord écouter, accueillir ses craintes, ses appréhensions et, euh, et lui diriger vers un psy avec cet angle-là que c'est pour prendre soin d'elle-même. Merci beaucoup, Madame Khamichi. Alors, une autre question, c'est peut-être aussi pour vous, hein, c'est peut-être professeur Toffer ou Madame Hibou, ils peuvent aussi répondre. Pourquoi, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, de prévention, on dit aussi plus c'est détecté tôt, s'il y a un dépistage, plus il y a de chances de guérir. Pourquoi est-ce que les femmes ne vont pas aller faire de le dépistage ou des consultations pour diagnostiquer un cancer précocement? Il y a cette peur, je ne sais pas, de l'inconnu ou quoi. Peut-être Madame Khamlichi, puis professeur Toffer D'accord. avec votre expérience des malades. Des- Madame Haïboubi aussi, si vous voulez ajouter Oui. votre avis. Ben, je trouve que c'est une question vraiment essentielle parce que c'est à la fois une question médicale, mais aussi psychologique, culturelle et même sociale. En fait, je dirais que la première barrière, c'est la peur, en fait.
la peur et la crainte de ce qui attend cette patiente après cette annonce, après ce diagnostic établi. Et puis, il y a d'autres barrières comme la honte, l'intimité, le tabou dans notre société aussi qui joue un rôle primordial dans donc la prise en charge soit un peu tardif aussi par rapport à ça. Et je pense aussi que même l'information parfois n'est pas aussi complète. Même avec les campagnes de sensibilisation, on trouve qu'il y a aussi des informations qui sont erronées et qui circulent. Par exemple, je suis jeune, je n'aurai jamais un cancer de sein, c'est pas dans ma famille, donc je l'aurai pas. Donc, c'est un Oui. peu ça, mais je laisserai peut-être à professeur Tafer avec son expérience de répondre à ça. Tout à fait, Madame Khamlichi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, vous avez mis le doigt sur la peur avec un grand P. Oui. Et cette peur, vous avez mis le doigt sur le manque, donc elle est alimentée par le manque d'informations et alimentée aussi par les informations erronées et notamment, je commence à avoir dernièrement des patientes qui vont me dire, on m'a conseillé de ne pas faire la chimio parce que je vais avoir beaucoup d'effets secondaires. Si je fais la chirurgie, la tumeur va flamber. Donc vraiment, c'est des messages erronés et qui font beaucoup de mal. Dernièrement, un patient qui avait un cancer qui était guérissable, il est parti chez lui, tout l'entourage, il devait faire une chimio, une chirurgie et une chimio par la suite. Tout l'entourage lui a dit ne fais pas la chimio. Il est revenu avec une évolution 3 mois après, quand il a commencé à avoir beaucoup de symptômes. Malheureusement, ces informations sur les réseaux sociaux, sur les médias, elles portent beaucoup de tort et elles justifient, enfin, elles expliquent un peu l'alimentation de cette peur. Cette peur, elle est amplifiée par ces informations erronées. Merci, professeur Tofer. Madame Haiboubi, peut-être un avis sur cette question. Et après, bon, c'est les aléas des questions-réponses. Je vais peut-être vous demander une recette de marinade. Avec plaisir. Donc, je rejoins ce qu'ils ont dit par rapport à la peur. Il y a aussi la croyance. C'est la plupart du temps, le cancer n'est pas douloureux. Donc, en début. Il y a la croyance, si je ne vois rien, il n'y a rien. Donc, même si le cancer il est installé, si la personne n'a pas de douleur, elle ne va pas partir pour se dépister, pour avoir un diagnostic. Et là, même côté alimentaire, on a des problèmes. Après le diagnostic du cancer, les patients, qu'est-ce qu'ils font? Il y a le rôle des proches qui disent ne mangez pas ça, ne mangez pas ça, le jeûne, pas de sucre, pas de protéines, une grande fente musculaire, à tel point que plusieurs patients, quand ils reviennent pour commencer leur traitement, ils sont dénutris. On n'a pas les moyens pour avoir un bon état nutritionnel. Donc, on peut même retarder le traitement suite à la dénutrition, à la fente musculaire que les patients ont, juste à cause des croyances et des faux idées reçues des médias et des proches. Alors, merci beaucoup, Madame Haiboubi, pour ce point-là. Et je confirme, les malades, dès le diagnostic, ils vont arrêter tout ce qui est protéines. Ils vont vivre avec des légumes et des fruits, à cuire à la vapeur, sans Sans, épices. sans sel, sans rien du tout. Sans épices et ils vont arriver à plat. Et donc, comme vous avez dit, nous ne pouvons pas commencer un traitement. Et des fois, même quand on commence un traitement, on retarde les séances, les délais entre les cures et ça impacte la réponse et ça impacte le résultat thérapeutique à long terme. Très bien. Merci, professeur Tofer. Bon, pour comment mariner la viande, je crois qu'il y a beaucoup de recettes sur Internet. On peut mettre un peu d'huile d'olive, L'essentiel, quelques herbes, un peu d'ail, voilà. Madame Haiboubi, vous voulez répondre rapidement ou bien
Puis, il faut juste combiner un ingrédient acide et une matière grasse. Donc, soit du vinaigre avec l'huile d'olive ou du jus de citron et matière grasse. Et pour les ajouts, toute personne peut ajouter ce qu'elle préfère, Très soit bien, des herbes, soit de l'ail, comme très oui. bien. Alors, une question pour vous, professeur Toufek. À quelle étape du traitement est-il indiqué de procéder au séquençage génétique de la tumeur pour mieux définir l'approche thérapeutique? Alors, le séquençage de la tumeur, on fait un séquençage à minima, c'est-à-dire initialement, c'est pas un vrai séquençage, c'est une immunohistochimie où on va définir est-ce que c'est un HER3 croix, un luminal, négatif ou BRCA. Tant qu'on a un traitement et qu'on a une réponse, il n'y a pas besoin de faire un séquençage. Dès qu'on s'approche de l'épuisement des lignes thérapeutiques dont on dispose, ou quand on voit que on fait un traitement mais on a une toxicité très importante qu'on n'arrive pas à gérer, là, il faut aller vers le séquençage. Alors, le séquençage, il consiste en quoi? C'est-à-dire aller étudier le matériel génétique de la tumeur, étudier les cellules et voir est-ce qu'il y a des anomalies génétiques pour lesquelles nous disposons d'un traitement qui va nous permettre de donner un traitement ciblé efficace à l'avance pour le cancer du sein. Merci, professeur. Une autre question aussi très précise de Madame Heitenbark. Euh, pour lequel des types des cancers du sein il peut y avoir une métastase après rémission? Je ne sais pas, est-ce qu'elle parle du métastatique ou bien elle parle du... Ben, je vais répondre pour les deux. Au fait, quand on a un cancer du sein localisé, on fait un traitement, mais on ne sait pas est-ce que le cancer il va récidiver ou pas. Mais la seule sécurité qui est proposée aujourd'hui, c'est la surveillance. La surveillance, elle permet, nous avons des délais qui sont définis à l'échelle internationale, nous avons des examens qu'on fait régulièrement et la surveillance, son objectif, c'est que s'il y a une récidive, on va la détecter très tôt. Et plus tôt on va la détecter, plus tôt on va proposer un traitement, meilleur sera le résultat. Pour les formes métastatiques, c'est un traitement, c'est une maladie chronique où on va alterner traitement, pause thérapeutique. Donc là, c'est tout le temps. On sait que la maladie est là, mais on va la gérer au jour le jour et des séquences de tous les 3 mois avec la surveillance. Il faut pas, c'est-à-dire sortir du circuit médical, il faut toujours rester suivi, soit sous traitement, soit les pauses. Le médecin, l'oncologue, il va préciser quel rythme adopter pour la surveillance. Merci, professeur. Ça, c'est une question très, très intéressante. Je remercie Sika Mansari de la poser. Ça, c'est tout le monde pense que la biopsie, ça va accélérer la diffusion, la métastase d'un cancer. Je pense que c'est bien de rétablir la vérité à ce propos, professeur Touffer, parce que là, c'est vraiment, ça fait peur à tout le monde. Alors, au fait, ce qui fait flamber le cancer, c'est quand on opère, c'est quand on pose l'indication d'opérer un cancer alors qu'il ne faut pas le toucher. Quand c'est localement avancé, il y a un problème, pas, euh, la tumeur qu'on voit, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et arrivé à un certain volume, quand on a une atteinte de la peau, quand on a des signes inflammatoires, le cancer ne se limite pas à ce qu'on touche et à ce qu'on voit radiologiquement. Ce n'est que la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire tout le pourtour, il est envahi par les cellules cancéreuses dans les petits vaisseaux. C'est ce genre de cancer, non pas la biopsie, mais la chirurgie, c'est-à-dire qu'on va aller enlever ces tumeurs alors qu'il ne faut pas l'enlever. Là, il faut faire juste la biopsie. Et la biopsie, quand elle est faite dans les règles de l'art, elle ne donne pas un coup de fouet au cancer. Au contraire, quand on a un cancer, il faut aller faire une biopsie parce que cette biopsie va nous permettre de savoir à l'avance quel traitement, quelle stratégie et quel traitement on peut proposer. Merci, professeur. Alors, une question pour Madame El-Haïboubi. Est-ce qu'une personne atteinte d'un cancer du sein métastatique peut prendre de la vitamine D? Pour la vitamine D, je recommande toujours de faire un bilan à l'avance. S'il y a une carence, s'il y a un déficit, il faut supplémenter.
Mais il n'y a pas d'indication directe. Il faut toujours faire un dosage à l'avance. Ça concerne toutes les vitamines et minéraux. D'accord, c'est les Alors, oui, 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 allez-y, j'ai une question professeur. pour Madame Heiboubi. Alors, il m'arrive très souvent enfin, de façon, je le fais pratiquement systématiquement, de doser la vitamine D et de la trouver basse chez pratiquement la majorité des patientes. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Surtout avec le traitement, il y a la sarcopénie, avec la perte musculaire, et il y a aussi l'ostéopénie. Donc, il y a une baisse de la densité minérale osseuse, surtout avec les traitements hormonaux. Il y a des indications de supplémenter, mais de préférence, faire toujours le bilan à l'avance et donner le dosage selon les chiffres qu'on va trouver. Merci. Merci, Madame El Haïboubi. Alors bon, on a un commentaire que je partage avec l'audience de Madame Drissi. Alors bonsoir, j'avais un cancer du sein à l'âge de 32 ans. Maintenant, je suis sous hormonothérapie et contrôle chaque 6 mois. Je suis tout à fait, j'accepte par expérience l'activité sportive et l'alimentation, ainsi que l'entourage qui font la différence. Voilà, c'est ce qui appuie un petit peu tout ce qu'on disait. Alors, professeur Taufer, est-ce que les implants mammaires esthétiques, est-ce que c'est un facteur de risque de cancer? Alors, il y a eu une polémique autour d'une catégorie de prothèses qui ont été utilisées en France il y a quelques années. Et ces prothèses-là, en fait, quand on a vu un reportage qui a été fait, la fabrication a été, disons, moins précautionneuse. La chaîne de fabrication a été altérée de telle sorte à ce qu'on produise des prothèses qui sont moins chères et qu'on puisse les vendre à grande échelle. Donc, ça a entraîné c'est des prothèses qui se sont rompues et puis il y a eu des cas de cancer. Mais cela dit, les prothèses, quand on veut mettre une prothèse, on les met pour les patientes qui sont traitées, donc qui désirent une reconstruction. Il y a des prothèses qui sont, c'est-à-dire bien validées sur le plan commercial et tout, à l'échelle internationale. Donc, il faut juste faire attention à la provenance ou bien l'endroit ou la production de la prothèse. Est-ce qu'elle a été validée dans un système international? Voilà. Donc, c'est pas une contre-indication. C'est pas toutes les prothèses qui peuvent donner un cancer du sein. C'est juste une catégorie. Mais je pense qu'elle a été rayée du marché depuis. Merci, professeur Taufer, pour cette réponse très, très précise. Il reste 5 questions. On va se cantonner à ces 5 questions. Ensuite, je donnerai la parole à chacune de nos intervenantes pour une conclusion. J'ai une question pour Madame Haïboubi. Ça rejoint ce que vous disiez juste maintenant, hein, par rapport à la densité minérale osseuse. Alors, dans le cas d'un cancer du sein traité par hormonothérapie, sachant que la DMO, la densité minérale osseuse, montre une ostéopénie, quelles sont les recommandations alimentaires à conseiller à cette personne? Donc, premièrement, ça sera une alimentation riche d'aliments qui sont riches en calcium et vitamine D. Tout en, il ne faut pas supplémenter en calcium, sauf avec prescription médicale, donc sur avis médical. Et bien sûr, prendre soin des protéines parce qu'on a un grand besoin de protéines pendant le traitement. Mais malgré, les patientes ne consomment pas de protéines. Ils minimisent au maximum leur apport protéique, surtout les poissons gras, ou bien voir avec le médecin si on peut prendre des gélules d'oméga 3 si la patiente ne consomme pas les poissons gras. Et l'activité physique qui est essentielle pour maintenir régulière, surtout régulière, pour soit marcher, danser pour les femmes, un renforcement musculaire très doux va compléter la prise en charge. Et concernant pour l'ostrogène, lui aussi, ça intensifie la minéralisation des os.
Merci Madame El-Haïboubi. Alors, une question qui rejoint l'oncogénétique, professeur Tofer, je pense que vous avez répondu, peut-être une précision de Madame Abounour. J'avais brièvement entendu sur un calcul, ou à propos d'un calcul pour les personnes dont leur mère est atteinte, par exemple, une mère a eu le cancer à 55 ans, il y a une prédisposition de sa fille à 5 ans, genre elle peut fort probablement l'avoir aux alentours de 50 ans. Est-ce que c'est un calcul médical? Ah, elle parle d'un calcul, c'est-à-dire Oui, d'une estimation une du risque. estimation, oui, c'est une formule Euh, qui permettrait de donner des prédispositions génétiques d'une fille si sa mère a le cancer, etc. je n'ai pas de connaissance qui est une formule. Par contre, par exemple, s'il y a un cancer du sein dans la famille à une personne, ça augmente un tout petit peu le risque par rapport aux femmes dans la même famille, mais ça ne rejoint pas le côté héréditaire. Donc, ces personnes, c'est la surveillance normale, c'est-à-dire à partir de 45 ans, une maman tous les 2 ans, comme une personne normale. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va, si la mère a eu à 55 ans, la fille, elle va l'avoir 5 ans plus tôt. Non, c'est pas vrai. Professeur, rapidement, les cosmétiques, les protections solaires, les déodorants, ça peut être une cause de cancer du sein ou pas? Alors, tout ce qui est cosmétique, alors les écrans, non, pas à ma connaissance. Par contre, les cosmétiques, il y a tout un mouvement à l'échelle internationale qui prône l'utilisation de produits bio, de plus en plus des produits faits maison, notamment les déodorants et tout. C'est un mouvement international. Donc, si on a le choix, on peut privilégier tout ce qui est naturel et tout ce qui est bio par rapport aux cosmétiques habituels. Merci, professeur. Il reste trois questions. Celle-là est très précise aussi. Est-ce qu'une augmentation isolée de CA153 avec douleur osseuse mais sans preuve histologique peut être considérée comme une rechute après rémission? Alors ici, quand on a un marqueur qui augmente, on ne pose jamais de diagnostic de cancer sur un marqueur. Pourquoi? Parce qu'un marqueur peut être sécrété par une cellule cancéreuse comme il peut être sécrété par une cellule non cancéreuse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une cinétique, c'est-à-dire qu'on va regarder à 1 mois d'intervalle. On a trouvé le marqueur aujourd'hui qui est élevé. Deux cas de figure. Est-ce qu'il y a des symptômes? On va aller directement vers l'imagerie et puis la biopsie. S'il n'y a pas de symptômes, on va redoser le marqueur à 1 mois, puis à un autre mois, c'est-à-dire on va avoir 3 dosages et on va voir. Des fois, le marqueur continue à augmenter. À ce moment-là, il va falloir aller vers l'imagerie, aller vers une biopsie. Si le marqueur redescend, qu'il n'y a pas de symptômes, on continue la surveillance. Très bien. Une dernière question pour vous, professeur Toffert. C'est M. Nasri qui parle des complications cardiovasculaires entraînées par des traitements cytotoxiques ou par la radiothérapie du cancer du sein. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour éviter les complications cardiovasculaires avant d'instaurer ces thérapeutiques? Alors, la Société de maladies cardiovasculaires à l'échelle internationale a, a sorti l'alerte, ça fait une dizaine d'années, sur des publications qui ont montré qu'on avait des effets secondaires liés à la chimiothérapie, liés à la radiothérapie. Et ceci, au fait, n'a été possible que grâce au progrès de l'oncologie et les résultats thérapeutiques. Pourquoi? Parce que les malades vivent plus longtemps. Et donc, quand ils vivent plus longtemps, on a le temps de voir ces complications. Alors, c'est vrai que les travaux d'aujourd'hui relatent des traitements qui datent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, mais aujourd'hui, on est de plus en plus précautionneux, c'est-à-dire que quand on va avoir un traitement qui va avoir un impact sur le cœur, on va d'abord vérifier par un cardiologue, est-ce que tout va bien? Et au moindre doute, on peut choisir entre les traitements celui qui est le moins cardiotoxique. Deuxième précaution, c'est que même si la personne a une fonction cardiaque qui est correcte, nous avons des rythmes de surveillance qui nous sont imposés, réglementés pour pouvoir suivre ces patientes et voir si jamais il y a un trouble pendant le traitement ou après le traitement,
il va falloir faire une prise en charge chez le cardiologue. Très bien. Merci, professeur. Alors, j'ai une question pour Madame Hamnichi et une question pour Madame Haiboubi. On clôturera. Je vous donnerai la parole pour la conclusion. Pour Madame Hamnichi, la question est précise. Je me pose des questions sur ma maladie, mon traitement, mais je n'ose pas les poser car mon médecin n'a pas beaucoup de temps et n'est pas trop à l'écoute. À qui les poser? Où puis-je trouver du soutien? Donc, il y a beaucoup d'aspects dans cette question. Donc, pour les questions purement médicales, bien sûr que, autant que psychologue ou des psychothérapeutes, on peut pas fournir les informations bien complètes sur ce volet-là. Mais là, on peut vraiment aider la personne à qu'elle extériorise ses craintes chez nous et comme ça lui ouvrir la porte de la parole pour que la prochaine fois c'est souvent, c'est une situation renversée. En fait, c'est les patients, elles ont très peur d'extérioriser la parole et ils croient que l'oncologue n'entend pas. Et c'est un blocage, en fait. C'est un blocage personnel. Et c'est ce nous travaillons en séance de psychologie aussi, c'est de libérer cette parole pour qu'ils arrivent à exprimer, à extérioriser et même quand le processus est en marche, bien sûr que quand le patient est en face du médecin traitant, il peut poser ses questions sans crainte. Merci pour cette réponse très, très précise, Madame Oui. Hamnichi. Dernière question pour Madame Hayoubi. Elle est précise aussi. L'association du propolis et du miel est-elle conseillée en cas de cancer? C'est mon mot que j'aimerais rajouter. J'aimerais rajouter. Bien sûr, allez-y, là, vous avez la parole aussi pour répondre à cette question et pour faire une conclusion, une recommandation. Hein, ça peut être Madame Haiboubi, Madame Hamdichi, puis professeur Tofek. Allez-y, Madame Haiboubi. Donc, pour les produits, surtout le miel, les propolis et tout, les produits, on les appelle les produits de la ruche, normalement, tout le monde pense que c'est bénéfique et surtout que c'est naturel, c'est bénéfique. Mais pendant le traitement, le miel peut rester autorisé en petite quantité, ça doit être pasteurisé et ça ne doit pas être un miel, comme on dit, drmos, comme les miels qui sont très forts ou plein de herbes aromatiques médicinales. Donc, choisir un miel fleur ou un miel de l'oranger qui est un peu doux et l'utiliser loin des séances des chimiothérapies. Donc, après les journées de la séance de la chimiothérapie, on peut l'utiliser, mais avec des quantités, en toute petite quantité, de préférence que ça soit pasteurisé. Par contre, pour la gelée royale, le propolis, le pollen, ils sont déconseillés, sauf sans avis médical, parce qu'ils peuvent contenir des substances qui sont comme des hormones ou qui peuvent interagir avec les traitements, et surtout un traitement comme l'hormonothérapie. Donc, si on veut conclure, le miel, on peut le consommer, mais ça doit être pasteurisé en petite quantité. Mais tout ce qui est produit de la ruche, propolis, pollen, gelée royale aussi, je trouve que c'est interdit. Merci beaucoup, Madame Haiboubi. Personnellement, je pense beaucoup des gens de l'auditoire, on a beaucoup appris en termes de nutrition précise dans ces cas précis de cancer du sein. Je vous laisse la parole pour un mot de conclusion. Ensuite, Madame Hamnichi, ensuite professeur Tofek. Je vous remercie sincèrement, surtout les organisateurs et bien sûr en la qualité de l'association d'Arzor pour cette belle initiative, ainsi que les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui sont restées avec nous jusqu'à la fin pour leur écoute et les échanges. J'espère aussi que les conseils qu'on a donnés auront aidé à mieux comprendre le rôle de l'alimentation pendant le traitement et surtout
Il faut prendre soin, chacun de nous doit prendre soin de son corps, l'écouter et se souvenir que les petits changements positifs dans les habitudes vont faire par la suite de grandes différences. Et merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame Hiboubi, et tous nos voeux de prompt rétablissement pour le petit coup de froid. Merci. Madame Khamlichi, Oui, Monsieur Mohope. Ce que j'aimerais qu'on garde ce soir, c'est que le cancer ne résume pas une femme. Ce n'est pas toute son histoire. C'est une partie de son histoire. C'est un moment de sa vie. Bien sûr que c'est un moment un peu difficile, mais qu'elle peut traverser avec beaucoup de force. On parle souvent de guérison du corps, de l'organe ou des organes, mais la guérison, c'est aussi une guérison de cœur et d'esprit qui viennent dans ce processus aussi. Être accompagnée, je dis aussi pour ces femmes que être accompagnée, ce n'est plus porter toute seule tout ce fardeau, mais c'est redonner un peu de légèreté à ce qui leur pèse aussi dans leur quotidien. Et merci à tous celles qui, à chaque jour, font vivre cette lumière, les patientes, leurs proches, les médecins, nutritionnistes, les soignants, les associations comme Dar Zohor qui apportent beaucoup de bien avec ces soins de support. Et merci à tout l'auditoire qui était présent jusqu'à maintenant pour nous écouter. Merci. merci à vous, Madame Khamlichi. Professeur Toufek, Alors, je tiens à remercier l'association Darzour, l'ensemble de l'équipe, de l'occasion qui m'a été donnée aujourd'hui pour parler du cancer du sein métastatique. Je remercie mes amis, Madame Khamnichi, Madame Heiboubi, pour leur excellente présentation. J'ai beaucoup appris avec elles et vraiment, ça donne une autre dimension que nous, les médecins, peut-être que nous n'avons pas. Merci pour vos présentations. Merci pour toutes les informations que j'ai apprises ce soir. Je remercie tout l'auditoire qui nous ont écoutés. Et le mot de la fin, c'est aller chercher l'information chez les professionnels de santé. Tout ce qui vous fait douter, si vous sentez quelque chose, allez voir un professionnel de la santé, cherchez les professionnels de la santé reconnus pour prendre soin de vous et rester au mieux de votre santé pour vous et vos proches. Et merci encore à Darzour. merci, professeur Toufek. Alors, au nom de l'auditoire qui est resté vraiment tout le long du webinaire, hein, on est resté à 80 personnes, on a eu des pics à 110. Au nom de l'auditoire, au nom de Darzour, de sa présidente Dr Msaire Meriem, sa directrice Mjda Gharbi, Béatrice, Dounia, Maha, Oumaima, toutes les petites mains qui travaillent pour apporter cette sensibilisation, cette information comme le webinaire d'aujourd'hui, mais aussi tous les soins de support. Alors je remercie aussi tous les partenaires bénévoles, ils sont une cinquantaine de professionnels qui vont prendre en charge en soins de support les patients atteints de cancer. Au nom de toutes ces personnes, je vous remercie infiniment. Vous avez apporté énormément de choses à l'auditoire ce soir et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. À Merci. bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci, Merci au à vous revoir. tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.